Il n'était qu'un père célibataire parmi la foule, un ancien soldat que tout le monde avait oublié, jusqu'à ce que l'amiral plaisante et lui demande son indicatif d'appel. Alors, il a prononcé 2 mots que personne n'avait osé répéter depuis des années. Le silence est tombé. Les officiers ont pâli. Et à cet instant précis, tous ont compris, cet homme n'aurait jamais dû être en vie. Ce qui s'est passé ensuite ne figure dans aucun rapport officiel. C'était effacé, secret, classifié. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir ne devait jamais être révélé. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et voyons ensemble ce que l'armée a tenté d'enterrer. La salle d'audience du Marine Corps Memorial brillait d'un éclat froid, presque religieux. Les drapeaux frémissaient dans la lumière blanche, les uniformes impeccablement repassés luisaient sous les projecteurs, et pourtant, quelque chose dans l'air restait lourd, suspendu, comme si chaque respiration devait se mériter. On entendait à peine le murmure des conversations, un froissement de médailles, le crissement des semelles sur le marbre. Au dernier rang, un homme et une fillette restaient immobiles. Ethan Cole, 40 ans. Mécanicien civil depuis qu'il avait quitté les rangs, ancien opérateur du corps des Marines. À côté de lui, sa fille Sophie, 8 ans, serrait contre elle un ours en peluche délavé. Elle portait une robe bleue un peu trop grande et un nœud dans les cheveux. Ses doigts tremblaient, pas de peur, mais d'attention. Elle fixait son père comme s'il allait être appelé à tout instant. Ethan, lui, ne regardait personne. Sa main posée sur la sienne, son regard perdu dans le vide, il écoutait les discours sans vraiment les entendre. Les remerciements officiels, les formules sur le courage, la fraternité, la loyauté. Ces mots qu'il connaissait trop bien pour y croire encore. Sa mâchoire se contracta quand il vit, sur l'estrade, les officiers décorés échanger des sourires lisses. Il en avait connu de ces sourires, ceux qui précèdent toujours l'oubli. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « veuillez accueillir l'amiral Robert Kane, commandant de la flotte des Seals. » Les applaudissements éclatèrent. Kane monta sur scène d'un pas ferme, uniforme bleu nuit, décoration alignée comme un inventaire de gloire. Sa voix portait sans effort. Il parlait du devoir, de la mémoire, de l'unité des forces. L'assistance hochait la tête à chaque mot, comme à la messe. Puis, après une plaisanterie sur les anciens soldats et le café militaire, il balaya la salle du regard et s'arrêta. « Vous, là-bas, » dit-il en pointant vers le fond, « cet homme, avec la casquette, on dirait que je vous connais, non ?» Quelques rires étouffés. Ethan releva lentement la tête. « Quel était votre indicatif d'appel, soldat ?» lança l'amiral avec un sourire. Un simple trait d'humour, rien de plus, une habitude entre vétérans, pour briser la solennité. Mais autour, les conversations s'éteignirent. On attendait la réponse. Ethan garda le silence quelques secondes. Ses yeux sombres croisèrent ceux de Kane. Le temps sembla se contracter, comme si l'air entre eux devenait plus dense. Sophie serra la main de son père sans comprendre, mais sentant le frisson. Alors Ethan se redressa. Son dos se tendit comme s'il portait à nouveau le poids d'un sac de combat. Sa voix, grave et tranquille, fendit le silence. « Phantom Hawk !» Les rires moururent aussitôt. On aurait pu entendre la chute d'une médaille sur le sol. Le sourire de Kane se figea, sa pupille se dilata, son teint se vida de couleur. Il resta un instant sans voix, le micro suspendu entre ses doigts. « Phantom Hawk !» répéta-t-il d'une voix rauque. Les officiers assis à l'avant se retournèrent, intrigués. Un vieux colonel fronça les sourcils. Une jeune lieutenante chuchota quelque chose à son voisin. Plusieurs vétérans échangèrent un regard lourd. Ce nom, ils l'avaient déjà entendu. Un mythe de couloir, une légende qu'on murmure entre ceux qui ont vu trop de missions finir dans le sable et le sang. Kane fit un pas en avant. Son visage ne montrait plus l'arrogance de tout à l'heure. Il scrutait Ethan comme s'il contemplait un fantôme revenu de zones interdites. « C'est impossible », souffla-t-il. « Phantom Hawk est mort en 2013. » Ethan ne répondit pas. Il posa doucement la main sur l'épaule de Sophie, se leva, salua d'un bref signe militaire et quitta la salle sans un mot. Les chaises craquèrent. Un murmure monta. Kane resta figé, la bouche entr'ouverte. Quand la porte se referma derrière eux, un froid glacial sembla tomber sur la cérémonie. Le maître de cérémonie tout sauta, essaya de reprendre, mais personne n'écoutait. L'amiral Kane fixait encore la sortie, incapable de détourner le regard. Dans le couloir, Sophie marchait en silence, sa petite main serrant celle de son père. « Papa,
Pourquoi tout le monde te regardait comme ça ? Demanda-t-elle. Ethan se pencha, lui sourit doucement. Parce qu'ils ont cru voir un revenant, ma puce. Leurs pas résonnèrent sur le marbre, lents et mesurés, tandis qu'au loin, les applaudissements forcés reprenaient, vides, mécaniques. Dehors, le vent de novembre balayait le parvis. Le drapeau claquait, sec. Ethan s'arrêta au pied du monument, leva les yeux vers les noms gravés dans la pierre. Certains étaient ceux de camarades tombés, d'autres de disparus dont personne n'avait jamais su la vérité. Il resta longtemps immobile, le regard perdu dans ses lettres d'acier, avant de tourner la tête vers Sophie. « Tu vois, dit-il doucement, ces noms-là ne meurent jamais. On les cache, mais ils continuent de vivre. » La fillette hocha la tête sans comprendre vraiment, mais son père souriait, et c'était tout ce qui comptait. Derrière eux, à la fenêtre du bâtiment, l'amiral Kane les observait. Sa main tremblait autour de son verre d'eau. Sur son bureau mental, un dossier oublié venait de se rouvrir tout seul, et le nom qu'il contenait, écrit en lettres rouges, brillait encore. Phantom Hawk, disparu, présumé mort. Le soir même, la cérémonie semblait déjà appartenir à un autre monde. Dans le bureau du Pentagone, éclairé d'une lumière blafarde, l'amiral Robert Kane fixait l'écran de son ordinateur. Le nom revenait encore et encore dans son esprit. Phantom Hawk. Ses doigts hésitaient sur le clavier avant de taper la combinaison de codes d'accès réservée aux missions classifiées. Une fenêtre s'ouvrit, rouge, verrouillée. Accès restreint, niveau Delta. Même lui n'y avait plus droit, cela faisait 12 ans. Il s'appuya contre le dossier de son fauteuil, les mâchoires serrées. Sur le mur, le reflet du drapeau américain vacillait au rythme du ventilateur. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe. Il revit le regard d'Ethan, calme, impénétrable, celui d'un homme qui avait traversé l'enfer et refusait d'en parler. « C'est impossible, » murmura-t-il. « On a récupéré leurs plaques, les rapports, les transmissions, tout confirmait leur mort. » Il prit son téléphone, hésita, puis composa un numéro mémorisé depuis des années. « Centrale, ici l'amiral Kane. Je veux une vérification sur un dossier opérationnel. Code FHX, Delta, année 2013. Priorité rouge. Amiral, ce code est verrouillé par le département clandestin. Vous n'avez plus autorisation sur... Faites-le, coupa-t-il sèchement. Et envoyez-moi tout ce qui existe sur un ancien opérateur, Ethan Cole. Il raccrocha, s'adossa, ferma les yeux. Dans le silence du bureau, le passé se remit à respirer. À des kilomètres de là, dans un quartier ouvrier d'Alexandria, Ethan rentrait chez lui. Son appartement sentait le métal, l'huile et la lessive bon marché. Il posa sa casquette, décrocha la veste de Sophie et la suspendit près de la porte. La fillette s'installa sur le canapé, alluma la vieille télévision où défilait un dessin animé saturé de couleurs. Ethan se glissa dans la cuisine. Le bruit du robinet couvrit un instant ses pensées. Il prit un bol, versa du lait, des céréales, le dîner préféré de Sophie quand il n'avait pas le courage de cuisiner. Il la regarda un instant, puis sourit. « Mange avant que ça devienne mou, championne. »« C'est pas grave si ça devient mou, » répondit-elle sans détourner les yeux de l'écran. Il rit doucement. Ce rire bref, presque inaudible, qu'on n'offre qu'aux siens. Puis, il s'assit à la table, les mains jointes devant lui, fixant un point invisible. Sur le mur, une photo. Lui en uniforme, souriant, un groupe d'hommes derrière lui, tous morts, sauf lui. La télévision grésilla. Une publicité pour le corps des Marines s'afficha. Slogan, drapeau, promesse. Ethan détourna le regard. Il éteignit l'appareil. « Hé !» protesta Sophie. « Il est tard, dit-il doucement. On lit une histoire et tu dors, d'accord ?» Elle acquiesça, attrapa son ours en peluche et courut jusqu'à sa chambre. Ethan resta seul dans le salon. Le silence retomba. Dense. Il alla jusqu'à la fenêtre, observa la rue plongée dans l'obscurité. Une sirène au loin, le grondement d'un bus, rien d'extraordinaire. Et pourtant, il se sentit observé, comme si le passé se tenait derrière chaque rideau. Sur la commode, un vieux téléphone vibra. Pas un smartphone, un modèle usé, sans carte SIM, qu'il gardait pour les urgences. L'écran s'alluma. Numéro inconnu. Il hésita, décrocha. Ici Cole. Un souffle, puis une voix métallique. Vous n'auriez jamais dû dire ce nom. Le cœur d'Ethan ralentit, puis accéléra. Qui êtes-vous ? Ce n'est pas important. On sait que vous êtes vivant.
Et d'autres le seront bientôt. Faites attention à votre fille. La ligne coupa net. Ethan resta immobile quelques secondes, le combiné encore à l'oreille. Puis il souffla, rangea le téléphone dans un tiroir verrouillé et alla vérifier la porte d'entrée. 2 fois. Pendant ce temps, à Washington, Kane recevait un message crypté. Dossier FHX, Delta, introuvable. Suppression totale confirmée par ordre interne en 2014. Il relut la phrase plusieurs fois. Supprimé? Par qui? Il tapa un autre nom. Durand, Camille, lieutenant, Marine Recon. Résultat, dossier scellé, niveau Sigma. Un second souvenir traversa son esprit. Une photo de groupe, 12 ans plus tôt, sur le tarmac d'Al-Udeid. Parmi les visages, celui d'une jeune femme au regard franc, les cheveux attachés, le badge sur l'uniforme. Durand, C. Kane serra la mâchoire. Il comprit soudain que ce n'était pas seulement Ethan Cole qu'on avait effacé, mais toute une opération, une mission fantôme. À minuit, Ethan sortit sur le balcon. Le vent de mars soulevait les papiers d'un dossier qu'il avait laissé sur la table. Réparation mécanique, contrat civil. Il posa une main dessus pour les retenir. De la rue montaient les bruits de la ville endormie. Il pensa à la voix au téléphone, à ce nom qu'il avait prononcé devant tous. Phantom Hawk. Cela faisait 12 ans qu'il n'avait pas osé le dire, 12 ans qu'il vivait comme un homme invisible. Derrière lui, la porte s'ouvrit doucement. Sophie, en pyjama, frotta ses yeux. « Tu dors pas ?» demanda-t-elle. « Pas encore. »« T'as encore fait un rêve de guerre ?» Ethan eut un sourire triste. « Non, pas ce soir. Retourne te coucher, ma puce. » Elle s'approcha, posa la tête contre son bras. « Tu dis toujours que les rêves, c'est ce qui reste quand on oublie. » « Oui. Et il y a des choses qu'il faut oublier pour pouvoir vivre. » Il la raccompagna dans sa chambre, l'aborda, resta un instant à la regarder dormir. Son visage paisible contrastait avec tout ce qu'il portait en lui. En refermant la porte, il pensa à une autre nuit, très loin d'ici, où tout avait commencé. La chaleur, la poussière et la voix d'une femme qui criait dans le casque. Cette voix, il ne l'avait jamais oubliée. Camille Durand. Et quelque part, dans un bureau du Pentagone, ce même nom venait d'être saisi par des doigts tremblants. Le soleil dardait sur la base avancée de Kalat al-Hamra, perdue au milieu d'un désert sans fin. La chaleur semblait vibrer dans l'air, avalant les sons et tirant les silhouettes. Les tentes beiges, les antennes de communication et les véhicules blindés formaient un petit monde poussiéreux où le temps n'avait plus de sens. 12 ans plus tôt, Ethan Cole portait encore l'uniforme. Son visage n'avait pas vieilli, seulement durci. À ses côtés, une unité d'élite des SEAL, Team 14. Des hommes aguerris, soudés par des mois d'opérations clandestines. Et, au milieu d'eux, une femme, le lieutenant Camille Durand. Première femme officier intégrée à une mission d'infiltration SEAL en zone active. Une présence qui divisait déjà les conversations avant même qu'elle n'arrive. Ethan l'avait vue pour la première fois sur le tarmac, un matin d'avril. Elle marchait droite, casque sous le bras, uniforme ajusté, regard d'acier. Le silence s'était fait naturellement autour d'elle. Pas à cause de la surprise, mais du doute. « Alors c'est elle ?» avait murmuré le sergent Blake en mâchant un chewing-gum. « Ouais, celle que le Pentagone a envoyée pour observer. » « Observer quoi? Conçu ?» Ethan les avait ignorés. Il observait Camille s'approcher, la main tendue. « Lieutenant Durand, je suppose que vous êtes le commandant Cole. » Sa voix était ferme, claire, sans tentative de plaire. « Exact, » répondit-il en serrant la main. « Bienvenue dans l'enfer de la poussière. » Elle esquissa un sourire imperceptible. « J'ai connu pire. » Le soir, dans la tente de briefing, elle s'assit parmi les hommes. Les conversations se turent aussitôt. Sur la table, des cartes satellites, des coordonnées codées. Ethan expliquait la mission, localiser un dépôt d'armes utilisé par un réseau dissident, simple sur le papier, impossible dans la réalité. Camille prit la parole. Les rapports de reconnaissance ne concordent pas. Ces coordonnées sont à moins de 2 kilomètres d'un village civil. Blake ricana. On dirait que quelqu'un a peur de salir ses bottes. Camille tourna la tête vers lui, le fixa longuement. J'ai passé plus de nuits sous le feu que toi n'as passé d'heures à réfléchir. Un silence brutal tomba. Ethan ne dit rien. Il sentit pourtant quelque chose bouger dans la salle. Une frontière invisible venait d'être franchie. Après le briefing, il la rejoignit dehors.
Le vent soufflait, soulevant le sable comme une brume vivante. « Dieu, vous vous êtes pas fait des amis, Tim lieutenant ?»« Ce n'est pas mon objectif, répondit-elle. Et quel est-il ? Que tout le monde rentre vivant, même ceux qui doutent de moi. » Il la regarda, intrigué. « Vous avez déjà dirigé une unité d'hommes comme celle-ci ? » ?»« Non. Mais j'ai déjà dû prouver 100 fois que je méritais d'être là. Et à chaque fois, je l'ai fait. » Ethan hocha lentement la tête. « Alors prouvez-le encore. Ici, on ne juge qu'au résultat. » Cette nuit-là, le camp s'endormit sous un ciel saturé d'étoiles. Les hommes fumaient près des véhicules, échangeant des blagues étouffées. À travers la toile de sa tente, Camille écrivait dans un petit carnet. Premier jour. Hostilité palpable. Le commandant Cole semble juste. Je sens qu'il comprend ce que c'est que de devoir se taire pour être respecté. Elle referma le carnet, souffla sur la flamme de sa lampe. Le lendemain, à l'aube, le briefing reprit. La mission serait lancée à 2100 heures. Objectif, infiltration silencieuse, extraction d'un disque dur contenant les coordonnées d'un pipeline d'armes, une opération dite Chiklin, sans feu, sans perte. Ethan vérifiait les transmissions avec le technicien radio. Les fréquences semblaient correctes, mais un léger grésillement revenait sans cesse. Interférence locale, expliqua-t-on. Il fronça les sourcils. Ce genre d'interférences, on les a déjà vues avant une embuscade. Dans la tente de commandement, un colonel américain en visite passait brièvement. Il serra la main d'Ethan, ignora presque Camille. « Vous avez un sacré courage, commandant, » dit-il d'un ton sec. « Gardez vos hommes sous contrôle. On ne veut pas de scandale médiatique à cause d'une initiative féminine. » Ethan répondit par un hochement neutre. Camille, elle, resta droite, les yeux durs. Quand le colonel partit, elle lâcha entre ses dents. « Si je survis à cette mission, ce ne sera pas grâce à leur respect. » Le soir venu, les préparatifs commencèrent. Les armes vérifiées, les gilets ajustés, les visages noircis de poussière. Camille plaça un couteau à la cheville, ajusta son casque. Ethan la rejoignit. « Vous êtes prête ? » ?»« Toujours. » Le silence tomba. Le désert semblait retenir son souffle. À 21h précises, ils montèrent dans les véhicules, lumière coupée. Seuls les battements du moteur et le souffle de chacun rompèrent l'obscurité. Ethan jetait des regards rapides vers Camille, assise en face de lui. Elle fixait la carte numérique sur sa tablette, concentrée. À travers le reflet de l'écran, il vit une détermination tranquille, celle qu'il n'avait plus vue depuis longtemps. À 30 km du point d'insertion, la radio crépita. « Team 14, ici commandement. Changement de dernière minute, nouvelles coordonnées transmises. » Ethan fronça les sourcils. « Répétez, commandement. Nouvelles coordonnées. Ordre prioritaire. » Le signal s'interrompit. Camille leva les yeux. « C'est impossible. Ces coordonnées sont à 3 km à l'est du plan initial. Zone rouge. » Ethan ne répondit pas. Un vent chaud balaya le véhicule, soulevant la poussière. Il sentit le pressentiment familier de ceux qui savent qu'une mission ne se déroulera pas comme prévu. Et dans ce vent du désert, le nom, si Phantom Hawk, n'existait pas encore. Mais déjà, il commençait à naître. La nuit avait épaissi le désert comme un tissu trop serré. Les silhouettes des véhicules se fondaient dans l'obscurité. Seuls quelques LED rouges sur les tableaux de bord pointaient comme des étoiles artificielles. Team 14 s'était disséminé en silence à l'orée du village. Le sol craquait à peine sous leurs bottes. Tout était prévu. Entrée, sortie, code de rupture, fenêtre de 2 minutes pour agir et se volatiliser. Rien qui ne laissait place à l'improvisation. Rien, sauf ce qui venait de surgir. La nouvelle coordonnée, transmise par le centre de commandement quelques heures avant l'insertion, les avait poussés à modifier la trajectoire. Ethan avait senti la tension en lui, un muscle ancien qui se contracte avant la douleur. Camille, en position de tir, avait relevé la tête, ses prunelles claires sondant l'horizon. Les cartes leur montraient une petite enclave entre 2 collines, une cache supposée. Mais la topographie ne mentait pas. Il y avait une route secondaire, un village, des civils potentiels. Les interférences radio, le silence du drone de surveillance, tout annonçait un piège. Ils se glissèrent le long d'un muret, une ombre après l'autre. Blake signala une ouverture. Porte à 15 mètres, 2 sentinelles visibles. Ethan hocha la tête. Camille fit un signe, avancèrent. L'air sentait la poudre et le métal chauffé, une odeur qui réveillait les souvenirs des nuits d'alerte. Puis la première détonation.
Elle n'était pas large, pas massive, juste une explosion sèche au coin nord du village, comme une sonnette d'alarme. Les coms grésillèrent, puis se coupèrent. Le ciel s'éclaira d'un halo orangé, puis d'un autre. Une pluie d'éclats. « Embuscade !» hurla Blake, sa voix tranchant la nuit. En un instant, le monde se réduisit à la lueur des flashs, aux ordres hurlés, au métal qui ricoche. Les silhouettes des camarades tombèrent, tordues par la violence sourde de l'attaque. Camille ramassa son fusil, chercha Ethan du regard. Il était en mouvement, rapide, précis, distribuant des ordres courts. Calmement. Couvrir Est, exfiltration Est. Chaque décision respectait la chaîne, sauf une. L'officier de liaison radio revint. Pâle, presque inaudible. Commandement, annule exfiltration ST, ordre, maintenir position, attendre extraction. Le ton était administratif, glacial. Ethan sentit le sang battre à ses tempes. Attendre signifiait devenir une cible. Évacuation signifiait vivre. Il prit un instant pour regarder Camille. Le halo des explosions dessinait son visage, déterminé. Elle n'attendait pas d'instruction. Elle attendait que quelqu'un prenne la décision juste. Ethan entendit les mots de son sergent résonner dans sa tête. On ne laisse personne derrière. C'était plus qu'un code, c'était la loi gravée dans leurs os. Il y eut un silence, puis un mouvement. « On bouge maintenant », murmura Ethan. Il ne consulta pas la radio. Il ne respecta pas l'ordre. Il avait vu trop de choses pour faire aveuglément confiance à des coordonnées envoyées d'un bureau à des kilomètres de là. Il lança le signal d'opération, agglutinant ses hommes. « Mouvement Alpha, suivez-moi !» La riposte fut immédiate et féroce. Les tirs pleuvèrent de toutes parts, des rafales sifflantes et des explosions de charges creuses. Ethan sentit la chaleur frôler sa veste. Une gerbe de sable éclata à ses pieds. Ils progressèrent, tirant, roulèrent derrière un conteneur, récupérèrent un camarade touché. Camille, à ses côtés, hurla des ordres pour couvrir la retraite. Leur cohésion fonctionnait comme une machine huilée, mais la machine saignait. Puis, l'improbable. Une charge collée sous un vieux pick-up explosa, projetant l'air et la terre en une colonne. Blake disparut sous un nuage de poussière. Plus tard, l'équipe compterait ses membres manquants. Les cris se mêlaient aux ordres. Ethan sentit sa main se fermer sur un morceau de métal brûlant, le goût de la poussière dans la bouche. Il pensa à Sophie, à la petite main tenant son ours en peluche, et cela le fit avancer encore. Ils atteignirent la ligne prévue pour l'extraction, mais les portes étaient retombées. Les hélicoptères, d'ordinaire signe de salut, étaient absents. Les minutes s'étiraient en plomb. Sur la fréquence, une voix institutionnelle annonça « Opération compromise. Tous les efforts sont faits pour sécuriser la zone. Répétez, tous les efforts sont faits. » L'expression avait l'air officielle, neutre. Ce n'était pas l'ordre qui sauverait des hommes. La nuit devint une étau. Les hommes firent ce qu'ils purent, couvrir, traîner, porter. Les pertes s'accumulaient. Ethan, blessé à l'épaule d'un éclat, sentait la chaleur du sang se mêler à la poussière. Sa respiration était un métronome irrégulier. Camille soutint un soldat, pressant sur une plaie pour ralentir l'hémorragie. Elle criait des chiffres, des noms, des prières en anglais mêlées à des jurons français, une langue qui sonnait comme une célérité. Quand l'aube commença à blêmir, ils étaient un moins nombreux. Ils avaient ramassé ce qu'ils pouvaient du disque dur, mais le prix payé en vie était incommensurable. Les transmissions captèrent donc finalement une instruction sèche. Tous les opérateurs sur le théâtre déclaraient MIA, mission compromise. Les mots tombèrent, glacés, annonçant la fin d'un espoir. Ethan, haletant, regarda autour de lui. Les cadavres, les blessés, le sable taché. Il comprit qu'ils avaient été trahis par des mains qui manipulaient les cartes. Il comprit aussi que la vérité ne survivrait peut-être pas à ceux qui possédèrent le pouvoir d'effacer les traces. Alors il prit, au milieu des ruines, la décision la plus dangereuse. Il enveloppa la réalité dans une fiction protectrice. « On dit qu'on est tombés tous ensemble », murmura-t-il, plus pour se convaincre que pour mentir. Et dans le bleu pâle de l'aube, tandis que l'horizon blanchissait, Team 14 fut officiellement déclaré disparu. Les noms furent cochés, les formulaires remplis, et quelque part, dans un bureau climatisé, quelqu'un signa la fin d'une histoire. Mais la vérité, enfouie sous les décombres, n'était pas morte. Elle s'était juste mise en attente, prête à frapper quand on l'y autoriserait. Les couloirs du centre d'interrogatoire à Doha sentaient l'antiseptique et la sueur froide. 3 jours après l'embuscade,
Les survivants de la Team 14 avaient été rapatriés sous scellés, comme des témoins encombrants qu'on cache plus qu'on ne sauve. Les corps blessés reposaient dans des lits d'hôpital de campagne, tandis que les dossiers, eux, s'empilaient déjà sur les bureaux des officiers d'état-major. L'armée voulait comprendre ce qui s'était passé, ou plutôt voulait qu'une version officielle explique pourquoi une mission parfaitement planifiée avait viré au massacre. Ethan, le bras en écharpe, attendait dans une pièce sans fenêtre. Le ventilateur tournait lentement, grinçant à chaque rotation. On lui avait retiré son insigne, ses plaques, son arme. Sur la table, un dossier mince. En face de lui, un colonel aux yeux gris prenait des notes. « Commandant Cole !» commença-t-il d'un ton poli. « Pourquoi avez-vous désobéi aux ordres directs de maintien de position ?» Ethan resta immobile. « Parce que mes hommes mouraient. Parce que l'ordre était suicidaire. » Le colonel leva à peine les yeux. Pourtant, l'ordre provenait du centre d'opération conjointe. Vous insinuez une erreur de commandement. Je dis qu'on nous a envoyés dans un piège. Un silence épais suivit. Le colonel referma lentement le dossier. Le lieutenant Durand affirme que vous aviez des doutes sur les coordonnées avant le départ. Est-ce exact ? Oui. Et vous l'avez laissé intervenir dans la planification ? C'était son rôle. Elle a vu ce que personne n'a voulu regarder. Le colonel s'inclina légèrement. Intéressant. Pourtant, certaines voix dans votre unité affirment qu'elle a provoqué des tensions, remis en cause la hiérarchie, sapé votre autorité. Ethan releva la tête. C'est faux. C'est une officier d'une compétence exceptionnelle. Le colonel rangea ses papiers, nota quelque chose et conclut. Merci, commandant. Nous vous informerons des suites. Quand la porte se referma, Ethan comprit qu'il n'était pas là pour témoigner, mais pour être effacé. 2 étages plus bas, Camille était interrogée à son tour. Sa mâchoire crispée trahissait la fatigue et la colère. Devant elle, 2 officiers américains, un représentant du Pentagone et un observateur civil. « Lieutenant Durand, pouvez-vous confirmer que vous avez transmis un message d'alerte concernant les coordonnées ?»« Oui. » 30 minutes avant le départ. Aucune réponse. Pourtant, le registre ne mentionne aucune communication. Parce qu'elle a été effacée. Par qui ? Par ceux qui ne voulaient pas qu'une femme ait raison. Les officiers échangèrent un regard glacé. L'un d'eux prit un ton plus sec. « Lieutenant, vous comprenez la gravité de vos insinuations ? Accuser la hiérarchie d'une falsification, c'est risquer la cour martiale. »« Alors qu'ils risquent, eux, la vérité ?» répliqua-t-elle sans hausser la voix. Le silence s'étira. Lourd. Le représentant civil se leva. « Merci, lieutenant. Vous êtes relevé de vos fonctions en attendant la clôture de l'enquête. » Les jours suivants, la rumeur enfla. Dans les couloirs, les mots « incompétence » et « insubordination » se mêlaient au nom de Camille. Certains soldats évitèrent son regard. D'autres la fixaient avec une ironie appuyée. Un soir, elle entra dans le mess. Les conversations cessèrent net. On parla bas, juste assez fort pour qu'elle entende. Elle croit qu'elle peut diriger des cils. C'est elle qui a fait foirer la mission. Ethan, assis dans un coin, serra la mâchoire. Quand elle passa près de lui, leurs yeux se croisèrent. Il vit la fatigue, mais aussi la dignité intacte. Il se leva, sortit derrière elle. Dehors, la nuit écrasait la base. « Ils veulent un bouc émissaire, dit-il. Je sais. Et ils l'ont trouvé. Laisse-moi gérer ça. Non, s'ils veulent me faire taire, qu'ils le fassent à visage découvert. Camille, Ethan, tu crois encore à la justice militaire ?» Il n'eut pas de réponse. Le vent portait l'odeur du kérosène et du sable. 2 semaines plus tard, le verdict tomba. Faute de preuves matérielles, l'enquête interne concluait à une erreur tactique et à une mauvaise coordination sur le terrain. Aucune mention d'une manipulation de coordonnées. Aucun nom cité. Sauf un, lieutenant Camille Durand, responsable d'une communication non autorisée et d'un manquement à la chaîne de commandement. Ethan reçut la nouvelle dans une salle vide. On lui proposa de signer un rapport reconnaissant qu'il avait outrepassé les ordres en échange d'une radiation honorable. « Si je signe, dit-il calmement, elle garde son dossier propre. »« Oui, » répondit le colonel sans le regarder. Il prit le stylo, signa, puis posa lentement la main sur le document, le regard plongé dans celui du colonel. « Vous effacez un homme, vous ne réécrivez pas l'histoire.
Le lendemain, à l'aube, Ethan embarqua dans un hélicoptère sans insigne. Pas de cérémonie, pas de médaille, juste un ordre, transfert confidentiel. Pour le monde, il était désormais mort en opération. On le fit disparaître d'un registre, on rangea son dossier sous scellé. Camille, elle, reçut un ordre de mutation en Europe, puis un congé forcé pour épuisement opérationnel. Aucun de ses supérieurs ne croisa son regard en lui serrant la main. La veille de son départ, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte de sa chambre. À l'intérieur, une photo froissée, toute l'équipe avant la mission, sourire fatigué, poussière sur les visages. Au dos, une seule phrase écrite à la main. « Tu n'étais pas folle. » Et elle la garda toujours, pliée contre son cœur. Ainsi, Ethan Cole cessa d'exister. L'armée enterra son nom sous un mensonge poli. Et dans les registres officiels, Phantom Hawk devint un simple indicatif rayé d'un trait noir. Mais dans un coin du monde, un homme vivant portait encore ce nom. Et dans un autre, une femme refusait de l'oublier. Les années qui suivirent furent une leçon d'effacement. Ethan Cole apprit à vivre dans les interstices, à remplir les heures avec des gestes simples jusqu'à ce qu'ils deviennent des armures. Il prit un emploi dans un atelier mécanique, changea légèrement son nom pour les papiers, se coupa des anciens réseaux. Le monde le connaissait comme Marcus Hale, un homme ordinaire dont la vie se déroulait entre la clé à molette et la tétine de sa fille. Pourtant, chaque geste rappelait la vérité enfouie. Il appartenait à un autre monde dont on lui avait retiré la légitimité. Sophie n'était pas son enfant biologique. Elle était la fille d'un camarade tombé en 2013, un garçon qu'Ethan avait promis de protéger avant même que la poussière retombe. La promesse était devenue une responsabilité, puis une tendresse douce et inéluctable. Il n'y eut pas d'adoption officielle, trop de papiers, trop de regards. Mais il y eut des nuits blanches, des comptes bancaires ouverts sous des noms d'emprunt, des lettres signées d'une initiale déposée sur un lit d'hôpital et des sourires volés au détour d'un marché. Il y eut surtout des gestes quotidiens qui remplirent l'absence d'un père. Préparer des sandwichs, faire des devoirs, appliquer un pansement sur un genou écorché. Ces routines devinrent son absolution. Il apprit à mentir de manière économique. Aux voisins, il était Marcus. Aux employeurs, un bon ouvrier. Aux institutions, un homme effacé. Auprès de Sophie, il réservait la vérité pour plus tard, pour un temps qui ne viendrait peut-être jamais. Elle connaissait des bribes, des récits édulcorés de voyage, des photos où il était souriant en uniforme, un ours en peluche qui, selon lui, avait été trouvé dans un campement humanitaire. Elle ne savait pas comment sa main tremblait parfois en ouvrant la porte, ni pourquoi son père fixait les visages des anciens soldats dans les documentaires comme s'il cherchait un ami perdu. Camille, de son côté, ne se laissa pas broyer. L'exil, choisi par l'armée, une mutation déguisée en réaffectation, la plaça dans un institut de formation près de Marseille. Là, entourée de plans tactiques et de cartes, elle enseignait la survie et l'art de l'infiltration à de jeunes officiers qui attrapaient ces mots comme des outils. Les colonnes de la salle d'entraînement résonnèrent de ses ordres précis. Sa voix n'avait rien perdu de son autorité. Mais l'enseignement, aussi noble soit-il, n'effaçait ni la rancœur, ni la blessure. On la regardait parfois comme une curiosité. La femme qui a survécu à l'opération 2013. On la saluait poliment en public, on la rabaissait en privé. Les promotions qu'elle méritait glissèrent entre les doigts d'un système qui préfère la docilité au courage. Ils s'échangèrent des nouvelles de manière oblique, des lettres approchèrent, glissées dans des enveloppes brunes, parfois déposées dans la poche d'un manteau lors d'un transfert, parfois glissées sous la porte d'un logement militaire. Elles étaient courtes, une date, un mot, un petit croquis d'un lieu lointain. Tiens bon, on n'oublie pas, garde la photo. Aucun des deux ne signait, mais chacun savait qui écrivait. Ces missives devinrent leur fil ténu, un langage codé qui remplaçait des conversations qu'ils ne pouvaient plus avoir. Parfois, une photo leur rappelait un moment précis. La main d'un mort serrant une carte, un sourire de camarade dans une poussière orange. Ces images réveillaient la douleur, mais aussi la logique. La preuve que le mensonge officiel n'était qu'une enveloppe vide. La culpabilité rongeait Ethan, d'une manière silencieuse. Ce n'était pas seulement d'avoir accepté de disparaître, c'était d'avoir signé un document qui faisait d'une femme une paria. Il se revoyait, assis face au colonel,
le stylo glacé entre les doigts et la voix qui proposait un échange cynique. Ta réputation contre la sienne. Il pensa au mois où il n'avait pas su regarder Sophie grandir sans compter ses pas, où il s'était demandé s'il avait bien choisi en protégeant la vivante au prix de la vérité. Chaque matin, en déposant sa fille à l'école, il observait les banderoles des commémorations, les visages figés, et il mesurait combien sa disparition volontaire pesait sur son âme. Camille forgeait sa résistance autrement. Le mépris institutionnel la poussa à devenir plus précise, plus intransigeante. Elle rassemblait des dossiers, des copies, des noms. Elle enseignait, mais aussi elle écoutait les jeunes officiers et notait leurs récits, notait les petites injustices, les phrases jetées en riant qui bâtissaient une culture sexiste. Dans des carnets cachés, elle consignait des détails de la mission, traces d'interférences, témoins muets, coordonnées contradictoires. Elle gardait tout sous clé, consciente que l'unique moyen de lutter serait un jour de produire des preuves irréfutables. Entre eux, les gestes restaient prudents, presque rituels. Une enveloppe glissée, une photo pliée en deux, un message sur un vieux téléphone prépayé. Ils avaient appris une nouvelle langue, celle des silences parlants. Dans ces échanges, il y avait de la tendresse et de l'amertume, des excuses non formulées et des promesses muettes. Ils se répondaient sans se rencontrer formellement, et c'était peut-être mieux ainsi. La peur persistait, celle que des menaces anonymes remontent jusqu'à Sophie, que la couverture se déchire et qu'on vienne frapper à la porte. La vie, malgré tout, avançait. Sophie grandit entourée d'outils et d'histoires de mécanique, apprenant à reconnaître les sons d'un moteur, comme d'autres reconnaissent une voix. Elle devint une enfant à l'équilibre fragile entre l'innocence et la gravité apparemment portée par son père. Ethan, chaque soir, retirait sa veste d'homme ordinaire et remettait en marche la prison de son silence. Mais parfois, il laissait ses doigts parcourir la photo d'équipe froissée qu'il cachait dans un tiroir, et ses yeux se fermaient sur les visages qui refusaient de disparaître. La vérité, enfouie, continuait de respirer, prête un jour à reprendre sa place dans la lumière. 12 ans avaient d'y passer depuis le jour où le nom T. Phantom Hawk avait disparu des registres. À présent, il revenait sur toutes les lèvres. Une simple vidéo amateur, un extrait de la cérémonie, avait fuité sur les réseaux. On y voyait l'amiral Kane plaisanter, puis s'interrompre brutalement. Le mot avait traversé les microphones. Phantom Hawk. En moins de 24 heures, les forums militaires signés s'enflammaient. Les journalistes spécialisés cherchèrent le lien entre cette légende supposée morte et un homme vivant, inconnu, accompagné d'une fillette. Kane, devant les écrans de son bureau, sentit son estomac se nouer. Les messages internes du Pentagone affluaient, confirmer ou démenter la réapparition. Il se souvenait des signatures, des ordres scellés, de la mission qu'on avait effacée avec méthode. S'il restait silencieux, il cautionnait le mensonge. S'il parlait, il signait sa propre condamnation. Il finit par décrocher le téléphone. « Cole » dit-il d'une voix basse. Le silence lui répondit, puis une respiration lente. « Ce nom n'existe plus, amiral. Et pourtant, il vient de ressurgir. Il faut qu'on parle. Non, il faut qu'on laisse le passé mort. » Certains morts, commandant, refusent de le rester. La ligne se coupa. Kane resta figé, conscient que la poussière du désert allait remonter jusqu'à Washington. À l'autre bout du monde, dans la petite école militaire de Marseille, Camille lisait les journaux en ligne avant son cours. L'article s'ouvrait sur une photo floue d'un homme quittant la salle du Marine Corps Memorial, tenant la main d'une enfant. Le retour du fantôme. Qui était vraiment Phantom Hawk ? Elle relut 3 fois le texte, ses doigts tremblants sur la souris. Les souvenirs qu'elle avait appris à enfermer remontèrent comme une marée. Ethan était vivant. Il avait osé se montrer. Et s'il lui était là, tout pouvait recommencer. Les questions, les dossiers, la vérité. Le soir même, elle ferma sa classe et marcha longtemps sur le port, respirant la pluie salée. Ses pensées se bousculaient, la colère, la peur, la nostalgie. Elle se souvenait de sa dernière nuit avant l'exil, du mot qu'il lui avait laissé. « Tu n'étais pas folle ». Maintenant, c'était à son tour de prouver qu'elle n'avait pas menti. Elle rentra dans son petit appartement, alluma la lampe, sortit d'un tiroir la photo de l'équipe. Derrière, la phrase griffonnée s'effaçait un peu. Elle prit un stylo et ajouta « Alors, faisons-le savoir ».
À Washington, la presse montait en pression. Un journaliste militaire, Mason Reeve, publia un article explosif. L'opération FHX Delta. Mission fantôme, commandant disparu, témoin réduit au silence. Il parlait d'une femme officier accusée à tort, d'un rapport disparu, d'un homme déclaré mort, réapparu 12 ans plus tard. Rien de confirmé, mais assez pour ébranler le vernis. Ethan vit l'article par hasard sur l'écran d'un client venu faire réparer sa voiture. Les mots s'imprimèrent dans sa tête. FHX Delta. Son cœur accéléra, il sortit précipitamment, laissant la clé sur le comptoir. Ce soir-là, il mit Sophie au lit plus tôt. Puis il resta assis dans l'obscurité, le téléphone prépayé à la main. Il hésita, composa un numéro ancien, un code resté gravé dans sa mémoire. 4 sonneries. Une voix féminine répondit « Allô ?» Il ferma les yeux. « Camille ?» Silence. « Ethan ?» « Oui. Ils savent. »« Je sais. J'ai vu l'article. Il faut qu'on parle. Pas ici. Pas au téléphone. »« Dis où ?»« Arlington. Le 14, même endroit que la photo. » 2 semaines plus tard, ils se retrouvèrent. Sous la pluie fine, à l'ombre d'un vieux monument, leurs silhouettes se croisèrent comme si le temps s'était plié. Camille avait vieilli, mais son regard n'avait rien perdu de sa force. Ethan portait la même casquette qu'autrefois. Aucun mot pendant plusieurs secondes. Puis elle souffla. « Tu étais vivant. Et toi, tu as continué à te battre. » Ils s'assirent sur un banc, le vent rabattant la pluie sur leurs visages. « Ils vont rouvrir le dossier, dit-elle. Mason Reeve a contacté un sénateur. Kane est obligé de répondre. » Ethan baissa la tête. « Si ça ressort, ils viendront pour moi. Et pour toi. Alors qu'ils viennent, j'en ai fini de me taire. » Il la regarda. Le même feu, la même vérité nue. Pour la première fois depuis des années, il sentit que le poids sur sa poitrine se fissurait. « On ne pourra pas tout prouver, dit-il. Non, mais on peut commencer à parler, et ça, ils ne pourront plus l'effacer. » La pluie redoubla, noyant leur voix. Le monde autour d'eux semblait s'être arrêté, et dans le reflet du marbre mouillé, on aurait pu croire que 2 fantômes se tenaient la main, ceux du passé, revenus réclamer justice. L'audience se tint dans une salle sans fenêtre du bâtiment militaire d'Arlington. Ni caméra, ni presse, seulement les murs gris, l'écho des pas et la tension d'un huis clos où 12 ans de silence allaient être jugés. À la table centrale, Ethan et Camille. Face à eux, 3 officiers, un procureur militaire et l'amiral Kane, témoin, mais aussi coupable à demi-mot d'avoir laissé l'histoire s'enterrer. Camille portait son uniforme bleu repassé. Ses cheveux tirés en arrière laissaient voir la cicatrice sur sa tempe. Ethan, en chemise sobre, gardait les bras croisés, une nervosité contenue. Entre eux, un dossier beige marqué FHX Delta, confidentiel. Le président du tribunal parla le premier. « Nous réexaminons aujourd'hui les circonstances de l'opération FHX Delta, menée en avril 2013. Vous avez tous deux été directement impliqués. Le commandement souhaite comprendre les anomalies relevées dans le rapport. » Kane fixa ses mains. Il avait l'air plus vieux, plus lourd. « Permettez, » dit-il lentement. « Je souhaite commencer par un aveu. À l'époque, j'ai validé des coordonnées sans vérification. Les ordres venaient du siège. J'ai cru protéger ma carrière, pas la vérité. » Un murmure discret parcourut la salle. Camille serra les dents. « Ces coordonnées étaient falsifiées, » confirma-t-elle. « Les transmissions ont été brouillées pour piéger notre unité, et quand j'ai dénoncé la manipulation, on m'a accusé d'insubordination. » Le procureur releva la tête. « Vous affirmez qu'un ordre interne visait à masquer une opération illégale ? » « Oui, » répondit-elle, « parce que j'étais une femme, parce que je dérangeais. » Ethan prit la parole, calme, précis. « J'ai signé un rapport mensonger pour la protéger. J'ai accepté d'être effacé du système. Vous avez fait de moi un mort pour sauver la façade. » Il posa sur la table un objet usé, un vieux disque dur couvert de sable, récupéré le jour de l'embuscade. Il contient les vraies coordonnées, les logs radio effacés. Vous vouliez une preuve ? La voilà. Le président du tribunal consulta un technicien. On brancha l'appareil. L'écran projeta des lignes de chiffres, des enregistrements de communication. Une voix se fit entendre. FHX Delta, avancé sur les nouvelles coordonnées, priorité absolue. Puis une autre, familière, tremblante. Ces coordonnées ne correspondent à rien.
annulé. Enfin, un ordre sec, différent. Ignorer l'opératrice, exécution immédiate. La salle se figea. Kane ferma les yeux. C'était la voix du colonel Wright, murmura-t-il, celui qui a signé la clôture de mission. Le procureur nota, pâle. Le colonel Wright a pris sa retraite en 2015. Il est décédé depuis. Camille inspira profondément. Mort ou vivant, c'est son système qu'il faut juger, ceux qui ont préféré effacer des soldats plutôt que d'admettre qu'une femme avait raison. Ces mots claquèrent. Ethan, à côté, la regarda avec la même admiration muette qu'autrefois dans le désert. Kane reprit, d'une voix presque brisée, « Je ne cherche pas à me disculper. J'étais complice par silence, mais je suis ici pour réparer. » Le président du tribunal feuilleta les documents. « Vous réalisez, amiral, que ce témoignage implique le Pentagone. » « Oui. Et c'est pour cela qu'il doit être consigné. » Une heure passa. Rythmé par les lectures, les confirmations, les échanges de regards, le décor froid devint un champ de bataille verbal. La vérité contre la peur, la mémoire contre l'oubli. Chaque phrase pesait comme une charge. À la fin, le président se leva. Ce tribunal conclut que les faits rapportés dans l'opération FHX Delta ont été déformés. Les soldats portés disparus ont agi conformément à la mission. Le commandant Ethan Cole est réhabilité. Le lieutenant Camille Durand est officiellement blanchi de toute faute. Un silence. Puis la voix du président, plus grave encore. Ce procès n'est pas seulement celui de 2 personnes, c'est celui d'une institution qui a voulu taire la différence sous prétexte d'ordre. Ethan baissa la tête. Camille ferma les yeux. Kane, lui, ne bougea plus. Dehors, la pluie recommençait à tomber sur le marbre d'Arlington. Les portes du tribunal s'ouvrirent sur la lumière grise. Pour la première fois depuis 12 ans, le monde redevenait entier. Et dans ce souffle humide, les mots de Camille restèrent suspendus. Ce qu'ils ont essayé d'effacer, c'était nous. Le jour de la réhabilitation, le ciel de Washington avait cette teinte de métal que prennent les matins d'hiver avant une tempête. La cérémonie se tenait devant le Marine Corps Memorial, au même endroit où, quelques mois plus tôt, Ethan avait prononcé les mots interdits. Cette fois, il ne fuyait plus. Il était là, debout, le regard droit, vêtu d'un costume sombre. À sa droite, Sophie, la main glissée dans la sienne. À sa gauche, Camille, en uniforme, la tête haute. Le maître de cérémonie lut les décisions officielles. Par décret du département de la Défense, le commandant Ethan Cole est reconnu pour service exemplaire et réhabilité à titre posthume. Le lieutenant Camille Durand reçoit la médaille du courage et des droits militaires pour conduite honorable et intégrité face à l'adversité. Les mots tombèrent avec la solennité d'une prière. Pourtant, aucun d'eux ne cherchait la gloire. Ils écoutaient en silence, le cœur serré par tout ce que ces phrases ne pouvaient réparer. Les morts, les années perdues, les nuits sans sommeil. Kane était là aussi, un pas en retrait, son uniforme impeccable mais son regard fatigué. Lorsque le protocole s'acheva, il s'approcha lentement. Le public s'écartait, conscient d'assister à quelque chose d'intime. « Commandant, dit-il à voix basse, je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai signé. » Ethan répondit calmement. « Vous avez parlé quand d'autres se sont tus. C'est déjà plus que ce que j'espérais. » Kane se tourna vers Camille, inclina la tête. « Vous aviez raison, lieutenant. Et il a fallu 12 ans pour que l'armée l'admette. »« 12 ans pour une vérité, » répondit-elle. « C'est long, mais pas trop tard. » Ils échangèrent un salut bref, presque douloureux, puis Kane s'éloigna. Sa silhouette se perdit parmi les drapeaux. Le reste de la cérémonie se déroula dans un calme suspendu. Des vétérans vinrent serrer la main d'Ethan, certains en silence, d'autres avec des mots simples. « Pour nous tous, merci. » Sophie observait sans comprendre toute la portée de cet instant, mais elle voyait la fierté dans les yeux de son père. Elle n'avait jamais vu son nom prononcé publiquement. Elle ne savait pas qu'il avait failli être effacé du monde. Camille s'avança vers lui, sourit. « Tu vois, on n'est plus des fantômes. »« Non, on a survécu au mensonge. C'est pire, mais c'est mieux. » Elle rit doucement, puis serra sa main. Un geste court, sans théâtralité, mais chargé de reconnaissance. Quelques jours plus tard, la vie reprit. Ethan refusa les offres de réintégration. Il voulait juste la paix. Il reprit son atelier, mais désormais son vrai nom figurait sur la porte. Ethan Cole, réparation mécanique.
Sophie collait sur la vitrine un petit dessin, un oiseau noir avec des ailes ouvertes qu'elle appela le faucon du vent. Il la laissa faire sans expliquer pourquoi ce dessin le toucha plus que tout discours. Camille, de son côté, continua à enseigner. Mais cette fois, ses cours prenaient un ton nouveau. Elle parlait de commandement, de dignité, d'égalité. Les jeunes officiers l'écoutaient différemment, non plus comme une survivante, mais comme un modèle. Sur son bureau, la médaille du courage restait dans sa boîte. À côté, la vieille photo de la Team 14 jaunie veillait en silence. Le soir, elle écrivait à Ethan, de vraies lettres, sans pseudonyme, des phrases pleines de calme, de gratitude. Parfois, il répondait, parfois non. Mais il savait que leur silence était désormais des ponts, non des prisons. Un matin, au printemps, ils se retrouvèrent à nouveau devant le mémorial. Sophie courait autour du monument, riant dans le vent. Ethan regarda la pierre gravée. Les noms de ses camarades avaient enfin été ajoutés à la liste officielle. Il passa sa main sur les lettres comme sur une peau vivante. « Ils ont retrouvé leur place, » murmura-t-il. « Et toi la tienne, » répondit Camille. Il tourna la tête, la regarda longuement. « Peut-être qu'on peut enfin vivre. »« Oui, » dit-elle. « Vivre, c'est aussi se souvenir. » Le silence s'installa. Le vent fit claquer les drapeaux, la lumière glissa sur les visages. Kane apparut à distance, seul, sans un signe. Il s'arrêta, leva la main, un salut lent et sincère. Ethan répondit de même. Aucun mot n'était nécessaire. Quand le soleil atteignit le sommet du monument, Ethan sentit Sophie tirer sa manche. « Papa, c'est lequel ton nom ?» Il sourit. « Celui qui ne s'efface plus. » Ils s'éloignèrent ensemble, leurs pas se fondant dans le bruit des feuilles et du vent. Camille resta un instant derrière eux, observant la scène, puis tourna les yeux vers le ciel, là où le faucon invisible continuait de voler, libre, au-dessus du monde qu'ils avaient reconquis. Et pour la première fois depuis 12 ans, la paix sembla possible.